prenez un verre, éteignez vos notifications, et installez-vous confortablement, car je vais vous raconter comment une soirée tranquille s'est transformée en une trahison digne d'un film. J'étais en route pour l'aéroport quand ma compagne m'a appelé pour annuler. Ce fut le moment clé de mon histoire. Je suis rentré tôt chez moi. Ce qui devait être un simple voyage d'affaires a bouleversé ma vie. Ce que je voyais à la télé m'arrivait désormais. J'ai 38 ans, né et élevé en Auvergne, mais j'ai déménagé à Paris dans la vingtaine, en quête d'opportunités. J'ai commencé avec rien d'autre qu'une camionnette en panne et une boîte à outils, réparant des appareils ménagers dans mon garage. Un frigo par-ci, un lave-linge par-là. Puis, ça a pris de l'ampleur et des opportunités de franchise se sont ouvertes, et maintenant je possède 5 ateliers de réparation à travers la ville. J'ai une équipe fiable qui bosse pour moi, des gars en qui j'ai confiance. Je m'en suis bien sorti. J'ai acheté une maison correcte en banlieue, rien d'ostentatoire, mais solide, avec un perron en pierre et un jardin assez grand pour un barbecue. Tout est à mon nom. Immobilier, véhicule, entreprise, tout m'appartient. C'est comme ça que j'ai été élevé, protège ce que tu construis. Mon père disait toujours, si c'est à toi, assure-toi que l'acte porte ton nom. Parlons maintenant de Sophie. Elle a 45 ans, 7 ans de plus que moi. On s'est rencontrés à un barbecue chez un ami. Elle portait une robe d'été bleue, tenant un verre de vin comme dans une pub de magazine. Élégante, assurée, elle savait occuper l'espace. J'aimais ça chez elle. Elle me donnait l'impression d'être quelqu'un d'important. Elle disait que j'avais une « force tranquille », va savoir ce que ça veut dire. Sans doute une façon polie de dire que je ne faisais pas de chichi. On a commencé à se fréquenter. Elle avait cette aura comme si elle avait déjà traversé les épreuves de la vie et cherchait un partenaire stable pour la suite. J'étais flatté, franchement. Elle m'a raconté qu'elle avait travaillé dans la décoration d'intérieur autrefois, mais qu'elle voulait ralentir. Elle parlait de « construire un foyer ». J'ai trouvé ça bien. Je n'ai jamais eu besoin de grand-chose. On s'est mariés après 1 an de relation. C'était simple, sans extravagance. Dans le jardin, avec une arche empruntée, des amis, de la salade de pommes de terre, des bières fraîches. Je me souviens qu'elle a pleuré pendant ses vœux. Cette image m'a longtemps marqué. Après le mariage, elle s'est installée chez moi, et on a bâti ce que je pensais être une vie confortable. Je gérais l'entreprise. Elle restait à la maison. Je payais tout aux factures, courses, essence, mutuelle. Elle ne travaillait pas, mais ça m'allait. J'ai des idées un peu à l'ancienne. Je crois qu'un homme qui peut subvenir aux besoins doit le faire. Et je pouvais. Alors je l'ai fait. Sophie s'est glissée dans le rôle de femme au foyer comme un poisson dans l'eau. Du moins, en apparence. Elle plaisantait en disant qu'elle était la PDG du foyer. Son boulot, c'était gérer les opérations domestiques. Ça voulait dire organiser des soirées vin avec les voisins, faire du yoga sur la terrasse, acheter des bougies hors de prix dans des boutiques du Marais. Je ne posais pas de questions. Elle ne dépensait pas des fortunes. La maison était nickel. Les repas étaient souvent prêts. Le linge était fait. Elle avait son rythme. De quoi me plaindrais-je? Je pensais qu'elle méritait de se détendre. Je voulais qu'elle se sente en sécurité. Heureuse. J'étais focalisé sur mon boulot. L'entreprise grandissait, et je voulais m'agrandir. Peut-être ouvrir un 6e atelier à l'autre bout de la ville. Je me disais qu'en bossant dur maintenant, on aurait plus de liberté plus tard. Des vacances. Peut-être un chalet. Ou même ralentir un jour et profiter de ce qu'on avait construit ensemble. Elle parlait toujours de « bien vivre ». Je pensais qu'on y était. Je pensais qu'elle le pensait aussi. En réalité, ce que j'avais construit n'était pas une vie à deux, c'était une scène. Et j'étais celui qui bossait en coulisses, pendant que quelqu'un d'autre attendait en coulisses pour prendre la vedette dès que je m'absentais. Mais je ne le savais pas encore. Pas à ce moment-là. Antoine, c'est mon petit frère, de 12 ans mon cadet, et par bien des aspects, mon opposé. Moi, je suis plutôt bottes, chemise de travail, et cambouis sous les ongles, lui, ses vêtements urbains, baskets impeccables, cheveux coiffés comme s'il avait une équipe de stylistes, et ce carnet qu'il trimballe partout. Toujours à griffonner de pensées, idées, gens qu'il croise, citations qu'il entend. Il dit que ça le garde alerte. Je le taquinais en appelant ça son « journal de vie »,
et il se contentait de sourire en disant « Tu me remercieras quand je serai riche et célèbre ». Antoine est super intelligent. Il a décroché une bourse partielle pour l'université et a étudié la communication à la Sorbonne. Je ne sais pas trop ce que ça donne dans le monde du travail, mais il m'a expliqué que ça touchait aux médias, aux relations publiques ou à la pub. Il voulait raconter des histoires pour gagner sa vie. Il y a quelques mois, il m'a appelé, disant qu'il avait une opportunité de stage de courte durée à Paris et quelque chose en lien avec le marketing digital et m'a demandé s'il pouvait loger chez nous quelques semaines, le temps de s'organiser. J'ai dit oui sans hésiter. On avait une chambre d'amis qui prenait la poussière. Pas de raison de ne pas aider la famille. Quand j'en ai parlé à Sophie, elle n'avait pas l'air enchantée. Elle a fait une petite grimace et a dit « Oh, d'accord. Pour combien de temps, exactement ?» Je lui ai répondu un mois, peut-être un peu plus s'il avait besoin de s'installer. Elle a dit que c'était ok, mais avec une tête comme si elle réorganisait mentalement son agenda mondain. « Ne t'attends pas à ce que je cuisine pour 3 tous les soirs », a-t-elle ajouté en riant à moitié. Je me suis dit que ça irait. Antoine n'est pas compliqué. Il a même proposé de contribuer aux courses et d'aider à la maison. Quand il est arrivé, valise dans une main, sac à dos sur l'épaule, Sophie a affiché un sourire et l'a enlacé à la porte. Elle lui a même offert une bière le premier soir, alors j'ai cru qu'elle s'adaptait. La première semaine s'est passée sans accroc. Antoine restait discret, passait ses journées à explorer la ville et à suivre son stage. Je rentrais du boulot, et on discutait un moment, on parlait du travail, du foot, on se moquait de comment je l'obligeais à tondre la pelouse quand on était gosse. Antoine partait tôt le matin, habillé chic, chemise, chaussures cirées, tout le tralala. Il rentrait tard, vers l'heure du dîner, et mangeait souvent avec nous. Sophie semblait plus détendue à ce moment-là. Je l'ai trouvée parfois en train de discuter dans la cuisine, rien d'étrange, juste des bavardages. Elle riait à ses blagues, complimentait ses tenues, disait qu'il avait une bonne énergie. Je trouvais ça sympa qu'ils s'entendent bien. Parfois, je bossais tard ou répondais à des appels pour l'atelier, et ils étaient dans le salon, à regarder un film ou une série policière sur Netflix. Je passais, ils me saluaient, me proposaient un truc à grignoter s'ils avaient des snacks. Tout semblait normal. Comme une famille. Comme le calme avant un long soupir. Sophie a même posté une photo un jour, de nous 3 à table, avec la légende « Ambiance familiale ». J'ai souri en voyant ça. Je pensais qu'on était bien. Toute la maison avait cette étrange sensation de stabilité paisible à ce moment-là. Pas de dispute, pas de stress. Sophie semblait plus enjouée, plus soignée. Elle a commencé à se maquiller plus souvent, à boucler ses cheveux. Je me disais qu'elle faisait peut-être un effort pour être présentable avec Antoine dans les parages. J'étais content qu'elle ne traîne plus en peignoir toute la journée. Je n'y ai pas prêté plus d'attention. Avec le recul, les signes étaient là. Je ne voulais simplement pas les voir. Mais à ce moment-là, tout semblait normal. Trop normal, maintenant que j'y pense. Antoine rentrait fatigué, Sophie l'accueillait comme si elle l'attendait, et moi, j'étais en arrière-plan, toujours à côté de quelque chose. Je continuais à bosser, à m'acharner, pensant que je faisais ce qu'il fallait, tenir la barre, donner une chance à mon petit frère, offrir à ma femme le confort qu'elle voulait. J'ignorais que je dressais la table pour un repas auquel je n'étais pas invité. C'était un jeudi matin, et j'avais bouclé mes valises à 6 heures. Je devais prendre l'avion pour Lyon pour une réunion de 2 jours avec des fournisseurs. Rien d'extraordinaire, juste des discussions avec quelques représentants et une visite d'un nouvel entrepôt de pièces où je pensais m'associer. Ça faisait des semaines que je préparais ça. Sophie était étrangement silencieuse ce matin-là, sirotant son café sur la terrasse en scrollant sur son téléphone. Je l'ai embrassée sur le front avant de partir. Elle a tressailli un peu, pas comme si ça faisait mal, juste comme si ça l'avait surprise. Je lui ai dit que je texterais en atterrissant. Elle a juste hoché la tête, les yeux rivés sur l'écran. Je n'ai pas insisté. Je me suis dit qu'elle était groggy ou dans une de ses humeurs. J'étais à mi-chemin de l'aéroport quand l'appel est arrivé. Le client principal que je devais rencontrer a dû annuler une urgence familiale, apparemment. Juste comme ça, le voyage n'avait plus de sens. Je me suis arrêté à une station-service pour réfléchir. J'aurais pu prendre l'avion quand même et sauver quelques réunions, mais quelque chose me disait que ça n'en valait pas la peine. J'ai fait demi-tour, décidé à tirer le meilleur de la journée.
Peut-être prendre un plat à emporter préféré de Sophie, lui faire une surprise à la maison. J'avais un sourire idiot en conduisant comme un romantique naïf. Je pensais qu'on passerait une soirée tranquille. Peut-être jouer aux cartes ou rattraper cette série qu'elle adorait. J'ai même acheté une bouteille de son vin rouge préféré. Je me suis garé devant chez nous vers 11h, une heure où je ne suis jamais là. La maison était silencieuse. Pas de télé, pas de musique. J'ai ouvert la porte doucement, pour ne pas la surprendre. Je pensais qu'elle était peut-être en plein yoga ou en train de lire sur le canapé. Ce que j'ai vu en entrant dans le salon m'a coupé le souffle. Sophie était là. Antoine aussi. Elle portait un de mes vieux t-shirts, celui avec le logo délavé d'un bistrot, quelque chose qu'elle ne mettait que pour les jours de lessive. Et Antoine était torse nu, cheveux en bataille, une couverture à moitié sur les jambes, comme s'ils avaient essayé de se couvrir à la hâte. Ils ne faisaient rien à ce moment-là, mais ils étaient enlacés d'une manière qui disait tout sans un mot. Ils ne m'ont même pas entendu entrer. Pas avant que je laisse tomber le sac de plats à emporter par terre. Le contenant a heurté le parquet et s'est ouvert, sauce soja et nouilles se répandant comme mon estomac qui se retournait. Antoine a levé les yeux en premier. Son visage est devenu blême. Comme un gosse pris en train de fuguer. Sophie s'est redressée comme si elle avait reçu une gifle, tirant la couverture plus fort, sa bouche s'ouvrant et se fermant comme si elle cherchait ses mots sans les trouver. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas parlé. Je suis resté planté là. Figé. Antoine a bondi, attrapant sa chemise. Ce n'est pas ce que tu crois, a-t-il dit, la voix tremblante. Sophie l'a suivi, essayant de se lever. Attends, juste attends. Mais je n'entendais pas vraiment. Leurs mots semblaient venir d'un tunnel. Étouffé. Lointain. Je ne pouvais que les fixer, mon propre frère et ma femme, debout là comme deux gamins pris avec des allumettes près d'un bidon d'essence. Sophie a tendu la main vers moi, comme pour toucher mon bras. J'ai reculé avant qu'elle ne puisse. Je ne sais pas si c'était de l'instinct ou de la fureur, mais quelque chose en moi refusait qu'elle me touche. Laisse-moi t'expliquer, a-t-elle dit, la voix soudain douce, comme si elle voulait calmer un chien effrayé. Tu ne comprends pas. Non, ai-je dit, plus froid que je ne le voulais. J'ai regardé Antoine. Prends tes affaires. Il a voulu parler, mais je l'ai coupé. Maintenant. Il est resté immobile, les yeux écarquillés, comme s'il n'arrivait pas à croire que ça arrivait. Sophie a repris, sa voix plus aiguë, précipitée, désespérée. Je n'ai pas voulu ça. C'est juste arrivé. J'ai regardé autour de moi comme si je découvrais la pièce pour la première fois. Ma tasse de café sur la table. Mes chaussures près de la porte. Ma maison. Mon salon. Et eux. Debout là, comme s'ils s'étaient approprié quelque chose qui ne leur appartenait pas. Je n'ai pas crié. Je n'ai rien jeté. Mais quelque chose en moi s'est brisé, proprement, en silence. Comme du verre qui cède sous la pression. Antoine est passé à côté de moi, chemise à la main. Sophie l'a suivi, continuant à marmonner sur le timing, la confusion, et qu'elle ne voulait pas me blesser. Je ne les ai pas suivis. Je suis resté longtemps dans ce salon, à fixer le désordre par terre. La bouteille de vin était encore dans le sac en papier. Je l'ai prise, ouverte, et j'ai bu une longue gorgée au goulot. Ça n'avait aucun goût. Je pensais savoir ce que trahison voulait dire. Je pensais avoir assez vu dans la vie pour être inébranlable. Mais ça? C'était différent. C'était personnel. Je ne sais pas ce qui m'a pris. Peut-être l'instinct, peut-être la rage, peut-être une partie de moi qui avait atteint ses limites. Mais après être resté là, dans les décombres de ce que je pensais être mon foyer, à regarder les deux personnes en qui j'avais le plus confiance comme si elles ne me reconnaissaient pas, j'ai fait demi-tour et je suis allé directement dans la chambre. Je n'ai rien dit. Sophie me suivait, essayant encore de parler, sa voix aiguë et paniquée. Je n'écoutais pas. J'ai ouvert l'armoire, tiré son côté, et attrapé la plus grande valise que j'ai trouvée. Drôle, non? Je n'ai rien plié. Je n'ai pas trié les tiroirs. J'ai juste pris ses vêtements par brassées et je les ai jetés dans la valise. Robe, pull, chaussures, talons, bottes, ballerines, peu importe. J'ai pris son sac de maquillage, son sèche-cheveux, ses flacons de soins à moitié utilisés sur le comptoir de la salle de bain, je les ai balancés par-dessus,
j'ai fermé la valise, et je l'ai traînée jusqu'à la porte d'entrée. Antoine faisait les 100 pas dans le couloir, enfin habillé, mais pâle comme un fantôme. Il essayait de bafouiller des excuses. « Écoute, mec, je ne voulais pas que ça. » Je l'ai coupé. « T'as 30 secondes pour prendre tes affaires et dégager de chez moi. » La voix de Sophie s'est brisée derrière moi. « Ne fais pas ça. Tu exagères. » Ça m'a fait craquer. Je me suis retourné vers elle, pieds nus dans mon t-shirt, jouant la surprise, comme si j'étais déraisonnable. « Exagéré, ai-je dit. T'étais chez moi. Avec mon frère. » Elle a ouvert la bouche, mais j'avais déjà tourné les talons. J'ai pris ses clés sur le crochet. Celles que j'avais fait faire avec une étiquette rose marquée « Maison ». Je les ai arrachées. J'ai ouvert la porte. J'ai jeté sa valise dans le jardin. « Tu récupéreras le reste sur la pelouse. » Elle a sursauté, comme si je l'avais giflé. Antoine restait figé derrière moi, sac à dos à la main, l'air de vouloir disparaître. J'ai ouvert le panneau d'alarme, sorti l'appli sur mon téléphone, et changé le code. Puis je me suis retourné vers eux. Dehors. Sophie est restée plantée là, clignant des yeux, comme si elle essayait de comprendre. Comme si ce n'était pas elle qui avait causé ça. Antoine a bougé en premier. Il est passé en baissant la tête. Sophie a suivi, lentement, criant par-dessus son épaule que je faisais une grosse erreur. Qu'on pouvait parler. Que ce n'était pas ce que je croyais. Qu'elle m'aimait encore. Je n'ai pas répondu. J'ai fermé la porte derrière eux. Verrouillée. Je suis resté dans le silence, le seul bruit étant le léger roulement des roues de sa valise sur le chemin. Mes mains tremblaient. Je me suis assis sur le canapé, celui où je les avais surpris, et ça m'a donné la chair de poule. J'ai parcouru la maison, ramassant ce qu'elle avait touché, sa couverture, sa tasse de thé à moitié bu près de la fenêtre, son agenda sur la table, et je les ai fourrés dans un sac poubelle. Je ne pensais pas clairement. J'avais juste besoin que ça disparaisse. Vers 1h du matin, je me suis levé et j'ai appelé la banque en dehors des heures d'ouverture. Je leur ai dit de bloquer le compte joint. J'ai gelé la carte de crédit que je lui avais donnée. Annulé la carte de secours. Je savais que les factures étaient payées automatiquement depuis mon compte pro. Elle n'y avait pas accès. Ils ont confirmé que tout était fait. J'ai remercié et raccroché. J'ai regardé la maison dans le noir. Tout était silencieux. Un silence que je ne reconnaissais pas. Pas paisible. Vide. Comme si l'air avait été aspiré. Je suis resté à la table de la cuisine jusqu'à ce que le soleil se lève. Puis j'ai pris mon camion et je suis allé au tribunal. Je n'avais pas appelé d'avocat avant. Je n'avais pas cherché en ligne. Je suis juste arrivé à l'ouverture, j'ai demandé un dossier de divorce, et je me suis assis pour le remplir, les mains encore tremblantes de n'avoir pas dormi. Motif du dépôt ? J'ai fixé l'espace vide un moment avant d'écrire, en majuscule, adultère. Quand j'ai rendu le formulaire, l'employé n'a pas scié. Ils doivent voir ça tous les jours. Mais pour moi, ce n'était pas juste un jour comme les autres. C'était le premier jour sans elle. Et le dernier où elle aurait un mot à dire sur ce que j'ai construit. Il était un peu plus de 18h quand j'ai entendu frapper. J'étais sur la terrasse avec une tasse de café noir, sans lait ni sucre, juste quelque chose à tenir pendant que j'essayais de donner un sens à la journée. Le soleil se couchait, projetant de longues ombres sur le jardin. C'était calme. Les coups étaient rapides, anxieux. J'ai su que c'était elle avant même de me lever. J'ai marché jusqu'à la porte et regardé par le Judas. Sophie. Elle était là, bras croisés, veste serrée, cheveux en bataille, sans maquillage. Ses yeux étaient bouffis, ses joues rouges. On aurait dit qu'elle n'avait pas arrêté de pleurer depuis que je l'avais mise dehors avec Antoine ce matin-là. J'ai ouvert la porte mais je n'ai rien dit. Je me suis tenu là, agrippant l'encadrement comme pour rester ancré. Elle n'a pas attendu. Ses mots ont déferlé comme une digue qui cède. J'ai merdé, a-t-elle dit, la voix rauque, reniflant. J'ai fait une erreur horrible. Elle a essayé d'avancer, mais je n'ai pas bougé. Mon attitude était claire, elle s'arrêtait au seuil. Je t'aime, a-t-elle dit, comme si ça avait du poids. J'étais perdu, a-t-elle repris, pleurant encore. Ça ne voulait rien dire. Je ne pensais pas que tu... Que je quoi, ai-je demandé, parlant enfin. Que je rentrerais ?
Que je vous surprendrai? Elle s'est tue. Ça m'a tout dit. Elle a baissé les yeux sur ses chaussures, essuyant son visage avec sa manche. Le silence s'est étiré trop longtemps. Je savais ce qu'elle voulait. Elle n'était pas là pour confesser. Elle voulait remettre les compteurs à zéro. Pleurer, dire les bonnes choses, me faire douter de ce que j'avais vu de mes propres yeux. Ça fait 5 ans qu'on est ensemble, a-t-elle dit. On a traversé tant de choses. Ça ne compte pas? J'ai hoché la tête lentement. Si. Ses yeux se sont illuminés, comme si elle pensait percer. Je me suis penché un peu. Ça compte pour la douleur de la trahison quand j'ai vu mon frère avec toi. Elle a tressailli. Puis j'ai dit ce que je retenais toute la journée. Attends le procès. Et j'ai fermé la porte. Je suis resté là, la main sur la poignée. J'ai entendu ses pas s'éloigner lentement, le crissement du gravier sous ses chaussures. Plus de pleurs. Plus de mots. Juste un retrait silencieux. Je n'ai pas regardé par la fenêtre pour la voir partir. Pas besoin. Après son départ, elle est allée chez ses parents, à une trentaine de minutes en dehors de la ville. Grande maison, bien entretenue, froide comme une statue de marbre. Ses parents ne m'ont jamais aimé. Ils trouvaient que Sophie s'était contentée de peu. J'étais elle, artisan qui bosse dur, pas à la hauteur de leurs attentes pour leur fille. Dès qu'elle est arrivée chez eux en larmes, ils ont dû l'entourer et lui dire que ce n'était pas sa faute. Qu'elle méritait mieux. Que je l'avais poussée à ça. Quelques jours plus tard, un ami m'a dit que Sophie parlait déjà à des avocats. Posait des questions. Cherchait des options. Un angle pour prendre sa part. Les larmes ont vite séché quand elle a vu que je ne me plierais pas. Il n'y avait pas de contrat prénuptial, c'est vrai. Mais elle ignorait que tout était à mon nom. Chaque compte. Chaque acte. Chaque titre. Elle n'avait pas travaillé un seul jour en 5 ans. Pas de salaire. Pas de déclaration fiscale à son nom. Aucun investissement dans la vie qu'on avait bâtie, à part choisir des rideaux et râler sur les manières du frigo qui ne matchaient pas avec le plan de travail. Elle pensait avoir des droits sur quelque chose qu'elle n'avait jamais aidé à construire. C'est là que j'ai compris, elle n'était pas revenue parce qu'elle m'aimait. Elle était revenue pour ne pas perdre le style de vie. La maison. La voiture. Le titre des « épouse d'un patron ». Elle ne voulait pas perdre le confort. L'excuse n'était que la première étape pour tenter de manipuler son retour. Mais la porte était fermée. Et moi aussi. Un mois après avoir déposé la demande, on s'est retrouvés face à face au tribunal. Je suis arrivé tôt, vêtu de ma veste bleu marine, celle que je porte pour les réunions d'affaires, rasée de près, sans chichi. Je n'étais pas là pour m'émouvoir. Ni pour discuter. J'étais là pour mettre fin à tout ça. Sophie est entrée 10 minutes avant l'audience, flanquée de son avocate, une femme en tailleur impeccable qui semblait avoir répété chaque expression devant un miroir avant d'arriver. Sophie, elle, jouait la carte de l'excuse ambulante. Cheveux lâchés. Maquillage léger. Tenue sobre. Elle incarnait la femme triste et abandonnée. Si je ne la connaissais pas, j'y aurais presque cru. Mais je la connaissais. Le juge, un homme d'une 50aine d'années sans fioriture, est entré et est allé droit au but. Nos avocats ont fait leur déclaration liminaire. La sienne a brossé le portrait d'une femme, négligée émotionnellement, qui avait renoncé à son indépendance pour soutenir son mari en coulisses. C'était presque impressionnant de voir comment la fiction devenait stratégie. Elle gérait le foyer, a fait des sacrifices pour la relation, et se retrouve sans rien, a dit son avocate. Ce n'est pas juste. Mon avocat, Marc, n'a pas scié. Il a ouvert son dossier et exposé les faits calmement. Un bilan financier complet des 5 dernières années. Reçu, déclaration fiscale, acte de propriété, relevé bancaire, tous à mon nom. Sophie n'avait jamais travaillé pendant le mariage. Pas un jour. Elle n'avait contribué à aucune facture. Hypothèque, service public, assurance auto, course, tout venait de mon compte. La seule carte de crédit qu'elle utilisait était à mon nom. Elle n'avait même jamais fait de déclaration fiscale conjointe, n'ayant aucun revenu. Marc a montré des photos de la maison, les titres de mes ateliers, et les documents d'entreprise prouvant qu'elle n'était jamais listée comme associée ou investisseuse. Pas une seule fois. Nous ne sommes pas ici pour débattre des sentiments, a dit Marc.
Nous sommes ici pour diviser les actifs. Et rien n'est à son nom. L'avocate de Sophie a tenté de changer d'angle. Elle a parlé de détresse émotionnelle, disant que Sophie avait été induite en erreur sur sa sécurité à long terme. C'est là que Marc a sorti le résumé d'une page que je l'avais aidé à préparer, une chronologie des événements depuis l'arrivée d'Antoine jusqu'au dépôt de la demande, avec des SMS récupérés, des photos de la valise de Sophie sur la pelouse, et le relevé de ma visite à la banque où j'avais gelé nos comptes. Le juge nous a regardés longuement, elle et moi. Sophie n'a presque rien dit pendant l'audience. Elle restait là, tamponnant ses yeux avec un mouchoir. Je n'ai pas interrompu. Je n'ai pas ricané ni levé les yeux au ciel. J'ai attendu. Après environ 1h30, c'était fini. Le juge a statué en ma faveur. Elle n'a eu ni la maison, ni la voiture, ni les comptes d'épargne. Ce qu'elle a eu? Une armoire. Une armoire IKEA bon marché qu'on avait achetée ensemble la 2e année de notre mariage, la seule chose que le juge a considérée comme propriété commune. Elle l'avait choisie. J'avais payé. On l'avait montée ensemble. Ça suffisait pour la qualifier de partagée. Je me souviens être resté là pendant que le juge finalisait les documents, regardant le visage de Sophie s'enfoncer dans un mélange étrange d'incrédulité et d'humiliation. Son avocate lui a tapoté le bras doucement et a murmuré quelque chose qui voulait probablement dire « on a essayé ». Quand tout a été fini, j'ai rassemblé mes affaires. Je suis sorti du tribunal sans regarder derrière moi. Mais elle m'a suivi. Elle m'a rattrapé sur les marches du bâtiment. « On peut parler ?» a-t-elle dit. Je n'ai pas répondu. Elle a continué. « Je ne voulais pas que ça finisse comme ça » a-t-elle dit. J'ai fait une erreur. Je m'en rends compte maintenant. J'ai repensé à tout. Ce qu'on avait. Peut-être qu'il y a encore quelque chose à sauver. Peut-être qu'on peut reconstruire. Je l'ai regardé droit dans les yeux et j'ai dit, la seule chose que tu vas reconstruire, c'est ton CV. Et je suis parti. Je ne me suis pas retourné. Je n'ai pas vérifié si elle pleurait. J'ai continué à marcher, le tribunal rapetissant dans mon rétroviseur en quittant le parking. Le soleil était là. La journée était claire. Et pour la première fois depuis longtemps, je pouvais respirer. Quand tout a été dit et fait, j'ai pris une dernière décision qui a tout scellé. J'ai coupé les ponts avec Antoine. J'ai bloqué son numéro, changé le mien au cas où il tenterait un email ou une appli. J'ai dit à nos parents, sans douceur ni détour, ne parlez plus de lui. Et s'il le faisait, je quittais la conversation. C'était la première fois que je posais une limite aussi ferme avec eux. Et je le pensais. Le plus triste? Ce n'était pas juste à cause de ce qu'il avait fait. On n'a plus parlé depuis. Je ne sais pas où il est. La dernière fois que j'ai eu des nouvelles, il vivait chez un pote à l'autre bout de la ville, puis il a disparu. Je m'en fiche. Il n'est plus ma famille. Pas après ce qu'il a fait. Je pense à lui parfois. Pas parce qu'il me manque, mais parce que je n'arrive pas à comprendre quand le changement s'est produit. Quand il a commencé à me voir comme quelqu'un qu'on pouvait blesser. Peut-être qu'il ne l'a jamais vu comme ça. Peut-être qu'il n'a pas réfléchi du tout. Quoi qu'il en soit, la porte est fermée. Définitivement. Quant à Sophie, elle est revenue vivre chez ses parents, dans leur maison trop propre et froide en banlieue. Son père conduit toujours la même Renault blanche qu'il a depuis 10 ans, et sa mère porte encore des ensembles assortis comme dans un catalogue des années 90. Elle n'a pas de travail. Pas de revenus. Personne sur qui s'appuyer. Les cartes de crédit étaient à mon nom, et une fois la décision du tribunal rendue, son accès à tout ce qui était lié à moi s'est évaporé. Elle était habituée à un certain style de vie, matinée tranquille, shopping en ligne, brunch avec ses amis tout aussi oisive. Maintenant, elle n'a plus rien de tout ça. Plus de cartes à passer, plus de femmes de ménage à diriger, plus de maris pour financer ses hobbies hors de prix. Je doute qu'elle ait déjà rédigé un vrai CV. La dernière fois qu'elle a travaillé, c'était un job à mi-temps en décoration d'intérieur il y a presque 10 ans, et encore, c'était surtout pour le show. Depuis notre mariage, elle n'a pas levé le petit doigt pour gagner quoi que ce soit. Pas parce qu'elle ne pouvait pas, mais parce qu'elle n'avait pas à le faire. Et maintenant, elle doit. Je ne vais pas mentir, au début, c'était satisfaisant d'imaginer Sophie devoir se présenter à des entretiens ou expliquer à quelqu'un de la moitié de son âge pourquoi elle n'a pas travaillé depuis plus de 5 ans. Mais ça s'est vite estompé.
Pas parce que je lui ai pardonné ou que j'avais pitié, mais parce que j'ai réalisé que ses galères ne me concernaient plus. Sa vie était la sienne désormais. Ses erreurs, à elle de les porter. J'étais enfin libre de deux. Le poids qui s'est envolé après ce procès n'était pas seulement lié aux papiers légaux. C'était le silence, le calme qui est venu après avoir fermé la porte pour de bon. Mes amis m'ont demandé si je comptais me réconcilier avec Antoine, si je laisserais Sophie s'excuser en personne. Ma réponse était toujours la même. Non. Certaines choses ne se réparent pas. Certains ponts n'ont pas besoin d'être reconstruits. On ne répare pas une trahison comme on répare une bosse sur une voiture. On remplace le véhicule entier et on ne regarde jamais en arrière. Ils ont fait des choix. Moi aussi. On me demande parfois si Sophie me manque. Non. Ce qui me manque, c'est celle que je pensais qu'elle était. La vraie version ? Je l'ai vue clairement ce jour-là sur le canapé. Et dans les semaines qui ont suivi. J'ai vu qui elle était devenue quand les mensonges se sont écroulés. Maintenant, j'ai la paix. Je vais au travail sans appréhension. Je rentre sans tension. Le silence est ma récompense. J'ai repris la boxe. Ça faisait des années que je n'avais pas tapé sur un sac, mais je me suis inscrit à une salle à quelques rues. Puis il y a eu le voyage. Celui que je repoussais depuis des années. Je l'ai enfin réservé. Un voyage en solo au Japon. J'avais toujours voulu y aller depuis gamin, quand je feuilletais les magazines Géo et voyais des photos du mont Fuji et des néons de Tokyo. 10 jours. Juste moi, un sac à dos, et un pass de train. J'ai plus marché en ces 10 jours que depuis des mois. Et pour la première fois depuis longtemps, je ne pensais pas au passé. En rentrant, tout semblait plus léger. J'ai enfin pris le temps de réparer des trucs dans la maison que je repoussais toujours. J'ai acheté un nouveau canapé. Pas parce que l'ancien était usé mais parce que je ne voulais plus jamais m'asseoir dessus. Ce canapé portait un moment qui avait empoisonné la pièce. Je suis plus clair. Je ne perds pas de temps à me demander ce que fait Antoine. Je ne cherche pas son nom en ligne. Je ne demande pas de nouvelles à nos amis communs. Ce qu'ils font, ils le font loin de moi. Et c'est exactement ce que je veux. Je ne sais pas si je retomberai amoureux. Ce n'est pas sur ma liste. Pour l'instant, je m'intéresse plus à me retrouver moi-même. À me rappeler qui j'étais avant de donner autant. La liberté n'est pas bruyante. Pas dramatique. Elle ne vient pas avec des trompettes. Elle est discrète. Subtile. Comme rouler sur une route de campagne, fenêtres ouvertes, sans destination précise. Et elle a le goût de la solitude. La bonne. Celle qu'on choisit. Partagez votre opinion dans les commentaires. Si vous étiez marié, seriez-vous capable de pardonner à votre frère ou à votre femme? Ou peut-être aux deux. Si vous avez aimé cette histoire, abonnez-vous à la chaîne et laissez-nous un « j'aime ».